La cérémonie s'est bien passée, hein. C'est une cérémonie très simple. Et le président, dans son discours, parce que c'est le seul discours d'ailleurs, dans son discours a mis l'accent sur un certain nombre de situations. Donc mon souhait par rapport à cette session, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de compréhension et beaucoup plus de respect. C'est la session budgétaire où nous devons voter le budget général de l'État, où tous les projets de l'État pour contribuer au développement du pays doivent être pris en compte. Le président de l'Assemblée a fait un discours fort simple mais long, où plus de 50% il a axé le discours sur le respect mutuel. Je pense que, j'espère bien que ça ne soit pas des théories, que ça soit vraiment appliqué. Je peux dire que je place ce discours sous le signe donc de la réconciliation et de l'orientation de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours qui éduque, qui enseigne. Nous ne devons pas laisser de côté les questions pour lesquelles nous sommes là et commencer par insulter, injurier, manquer de respect aux uns et aux autres. Le président de l'Assemblée nationale a parlé de la paix. Il n'a pas mis l'accent particulier sur notre rapport, enfin notre amitié avec notre frère, le peuple du Niger. Donc ça a manqué dans le discours. Et c'est sur cette question-là que toute la population attend quand même. Le discours du président, je dirais, a été un discours complet. Il est parti de nos différentes activités, des activités sociales, des situations d'actualité et les projets, les objectifs poursuivis par le gouvernement en ce qui concerne le budget exercice 2024. J'ai suivi avec attention le discours de mon président de l'Assemblée qui n'est plus étranger à moi. À travers ces lignes, nous avons quand même notifié certaines choses. En premier lieu, la paix dans le pays, jusqu'à l'international, à travers tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le développement rural contribue beaucoup à l'économie de notre pays et nous devons veiller à ce que le budget de 2024 soit effectivement à la hauteur pour contribuer beaucoup au social. Le président de la République a fait tellement de promesses en parlant de hautement social. Nous allons faire en sorte que les différents ministres qui vont défiler dans leur secteur respectif, ce qu'ils envisagent de faire au niveau de l'année 2024, que nous puissions l'examiner correctement, qu'on puisse comprendre le pourquoi des chiffres. Les 2 premiers jours, nous avons eu à faire un forum dont le thème principal est autour de la gestion des médias. Et comment nous comporter, et comment gérer les médias digitaux et numériques. Le dernier jour aujourd'hui, c'est la réunion de l'association des organismes de gestion des élections et on a adopté un document très important contenant effectivement ces médias. C'est une réunion qui a fait quand même de très bons résultats et les participants ont été satisfaits. Les contributions étaient très importantes et nous pensons qu'il y a de l'espoir pour la suite. Nous avons également aussi, sur le plan africain, eu un tableau global des prochaines échéances électorales en 2024, en 2026 jusqu'en 2026. Et nous avons arrêté d'avoir un comité de solidarité pour aller à chaque fois soutenir le pays qui organise une élection majeure ou bien une élection générale. Et tout cela réuni, nous pensons que le séjour de Cotonou a été positif pour les organismes de gestion des élections. On a eu la possibilité d'échanger justement avec la Sénat et donc on est en pourparlers pour voir quel type d'appui, d'espérance comparative, qu'est-ce
donc le Centre européen d'appui électoral, pourrait amener, même avec nos fonds propres, ce qui concerne des activités spécifiques sur la communication stratégique, l'éducation civique, la gestion du leadership et toutes ces autres questions qui pourront arriver pris à être en considération en ce qui concerne l'amélioration de tout ce qui est la gestion électorale qui se développe de jour en jour vu l'utilisation croissante des nouvelles technologies de l'information, même sur la gestion électorale. Nous, comme on dit toujours, ce qui est important, ce n'est pas la technologie en soi, mais c'est la confiance que les différents partis prenants électoraux ils ont sur une commission électorale donc la technologie, si bien utilisée, peut amener des avantages, mais si mal utilisée, peut amener exactement le contraire. Donc il faut faire attention, mais il faut s'en servir. Cette session, qui a été présidée par M. Samou Seydou Adambi, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin et président de l'APO, a réuni les ministres et chefs de délégation de 16 pays membres de l'organisation, ainsi que le secrétaire général de l'APO et le directeur général de la Société africaine d'investissement en énergie, AECOP. Le Conseil des ministres a, entre autres, pris acte de la présentation des 3 documents fondateurs que sont l'accord d'établissement, la charte et accord de siège négocié avec Afreximbank, et demande ainsi au secrétaire général de soumettre au plus tard le 30 novembre 2023 les documents, à savoir l'étude de faisabilité, le plan d'affaires, le chronogramme de démarrage de la banque pour examen par les États respectifs. Décider de la tenue d'une session extraordinaire du Conseil des ministres avant le 31 mars 2024. Approuver le programme de travail 2024 et le budget triennal 2024, 2025 et 2026 du secrétariat. Le Conseil s'est félicité des progrès accomplis et a appelé les pays membres à apporter leur plein soutien à la banque en payant leur part du capital et en ratifiant l'accord d'établissement de la banque. Le Conseil a exprimé sa gratitude à son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin, et le peuple béninois pour le soutien que l'APO reçoit du Bénin depuis sa création et pour les excellentes dispositions prises lors des réunions statutaires de 2023. Cette réunion est sous l'égide de l'OACI. L'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui est un organisme spécialisé de l'ONU qui s'occupe des questions d'aviation. Et donc, c'est sous son égide que cette réunion se tient chaque année dans toute l'Afrique et dans l'océan Indien. L'année passée, ça s'est tenu au Rwanda. Et cette année, l'OACI a choisi notre pays, le Bénin, en Afrique de l'Ouest, pour abriter cette grande réunion. Cette réunion regroupe près de 300 personnes qui viennent de toute l'Afrique et qui sont de toutes les spécialités de l'aviation pour discuter des questions de planification. Planification de la navigation aérienne. Les équipements qui sont utilisés sur toute l'étendue du continent, les procédures qui sont utilisées, comment est-ce qu'il faut améliorer cela, quelles sont les nouveautés à introduire, quelles sont les carences qui sont là, qui doivent être corrigées, et quelles sont les perspectives de développement en matière de navigation aérienne. Et compléter à cela tout ce qui a trait à la sécurité. L'OACI a un plan pour l'Afrique qui parle de la sécurité de l'aviation civile. Et donc, on va évaluer ce plan-là. Comment est-ce que nous mettons en œuvre ce plan? Est-ce que ça permet d'assurer la sécurité pour que l'avion reste et demeure le moyen de transport le plus sûr qu'il l'est encore aujourd'hui? Nous savons tous que les questions de sécurité ne sont pas négociables. On prend toutes les mesures pour y arriver, mais
il y a quelque chose que nous faisons en aviation civile qui est que nous passons de l'étape de réactivité à une étape de proactivité. C'est-à-dire que nous n'attendons pas que les choses viennent pour pouvoir agir. Nous planifions, nous travaillons à ce que tout ceci soit fait, tout ceci soit mis en œuvre avant qu'un événement survienne. Et quand un événement survient, nous avons les moyens de faire face à cet événement. C'est donc le lieu de dire que du 6 au 10 novembre, donc à partir de lundi, jusqu'au vendredi, se tiendront donc à Cotonou les 2 réunions ensemble pour pouvoir discuter entre les membres de la communauté de l'aviation civile africaine. Et les représentants viendront aussi du siège de l'OACI de Montréal pour pouvoir coordonner avec nous cette activité. Qu'est-ce que nous gagnons dans cela? Plusieurs choses. Déjà, pendant une semaine, le Bénin sera la capitale de l'aviation civile. Donc, tous les regards sont focus sur notre pays. Mais au-delà de cela, vous savez que c'est une occasion unique où toutes les spécialités se regroupent ensemble au même moment et au même endroit. Cela permet au Bénin de régler un tout petit peu ces problèmes qu'il a déjà, les questions qui sont latentes et que nous devons traiter en bilatéral. Nous avons tout le monde ensemble et nous essayons de signer les accords avec ces pays-là. Nous essayons d'avoir avec ces représentants des workshops, des ateliers où nous réglerons nos difficultés, nous réglerons les questions qui sont en suspens avec nous, les besoins de coopération que nous avons, nous profitons pour les gérer sur place. À Abuja, vendredi, le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Tougar a salué les actions de Paris pour une réforme plus inclusive du Conseil de sécurité de l'ONU, encore aux mains de 5 puissances. Il a appelé de tous ses voeux à l'admission du Nigeria, première puissance économique du continent, au sein du cercle très fermé des instances de décision mondiales. La France, comme vous pouvez le constater, a toujours soutenu une réforme visant à démocratiser le Conseil de sécurité des Nations Unies, où le Nigeria aspire à devenir un membre permanent à l'avenir. Et nous remercions la France de son soutien. Nous tenons également à faire partie du G20. Le Conseil de sécurité comprend 5 sièges permanents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Afrique, qui compte 54 États, soit 28% des 193 pays membres des Nations Unies, revendique depuis maintenant 25 ans 2 sièges permanents au Conseil de sécurité et 5 de membres non permanents. Mamadou Bawumia, l'actuel vice-président du Ghana, a été désigné samedi candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de 2024, à l'issue des primaires de sa formation, le nouveau parti patriotique. L'importance de cette victoire ne m'échappe pas. Je suis reconnaissant et très heureux. Mamadou Bawumia, économiste de formation, tentera de succéder fin 2024 à Nana Akufo-Addo, qui arrive à la fin de son second et dernier mandat. Vous m'avez fait un honneur que je ne pourrai jamais oublier. Et vous m'avez permis de servir le parti. Et à travers lui, j'ai également pu servir le peuple ghanéen. J'ai fait de mon mieux, mais il me reste encore une tâche à accomplir. Et c'est avec toute ma force, toute mon énergie, que je vais aider le nouveau porte-drapeau, Mamadou Bawumia, à gagner l'élection de 2024. Face à lui, Bawumia retrouvera John Dramani Mahama, ex-chef d'État battu par l'actuel président lors des 2 scrutins précédents et déjà candidat officiel du Congrès national démocratique.
Le parti au pouvoir, le RDPC, a célébré dimanche en grande pompe à Yaoundé le 41e anniversaire de l'accession à la présidence de Paul Biya. Arrivé aux commandes le 6 novembre 1982, l'ancien Premier ministre a succédé à Amadou Ahidjo, le premier président qui s'était retiré pour des problèmes de santé après 22 ans de règne. Paul Biya, âgé de 90 ans, n'était pas présent lors des célébrations de son parti. Affaibli par le poids de l'âge, sa dernière apparition publique remonte à juillet dernier lors du sommet Russie-Afrique à Pétersbourg. Alors qu'une partie du Cameroun jubile et salue la longévité de Paul Biya, de larges pans du pays se révoltent, en l'occurrence les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis 2016, plusieurs groupes de jeunes ont pris les armes contre le pouvoir central pour protester contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Ils réclament entre autres leur indépendance. Outre la crise anglophone, Paul Biya fait également face à une insurrection du groupe Boko Haram dans l'extrême nord. Et 2 ans après son arrivée au pouvoir, il avait survécu à une tentative de coup d'État. À 2 ans de la prochaine présidentielle, ses partisans l'invitent à se représenter. L'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, sorti de prison samedi à l'aube par un commando armé, a été retrouvé et reconduit derrière les barreaux, ont annoncé l'armée et son avocat. Si son escapade n'aura duré que quelques heures, cette agitation dans la capitale a encouragé l'armée à réaffirmer son soutien au colonel Doumbouya, président de la transition. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. L'avocat du capitaine Dadis Camara a assuré qu'il s'agissait d'un enlèvement et non d'une évasion. Et pendant qu'à Conakry, les circonstances de cette opération suscitent des interrogations sur la sécurité à la prison centrale, l'armée a annoncé que le colonel Claude Pivy est toujours activement recherché. À moins de 2 semaines de la présidentielle, la tension est remontée d'un cran samedi à Madagascar, où une manifestation de l'opposition a été interrompue à coups de gaz lacrymogène dans la capitale. Depuis plus d'1 mois, des opposants dénoncent un coup d'État institutionnel orchestré, selon eux, par le président Radjoelina. C'est sur cette place que l'histoire de Madagascar a changé. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de vouloir changer l'histoire de Madagascar pour une élection libre, transparente, et aussi une réconciliation nationale pour un meilleur avenir. Dans le rassemblement, la politique du chef de l'État au pouvoir depuis janvier 2019 est vivement critiquée, de même que sa double nationalité franco-malgache qui continue de faire polémique dans le pays. Moi, j'appelle personnellement l'ambassade de France à rappeler la personne qui donne un souci à Madagascar. Je parle ici de M. Cédric Radziwill. C'est un Français, donc j'invite vraiment l'État français à rappeler son peuple pour ne pas donner des problèmes au peuple malgache. Là, on ne peut plus vivre, on essaie de survivre. Si nous continuons avec lui pendant encore 5 ans, nos conditions de vie vont empirer. Ce n'est pas juste, j'ai beaucoup de projets, mais c'est difficile de les réaliser. C'est comme s'il n'y avait jamais de changement. Le collectif des candidats a condamné samedi soir dans un communiqué le musellement et les violences envers les manifestants. Ils ont également réclamé la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées durant la journée. Au Sénégal, devant la grande mosquée de Dakar, une manifestation de soutien aux Palestiniens a mobilisé environ 200 personnes samedi. Elle était organisée par l'Alliance nationale pour la cause palestinienne qui regroupe une 30aine d'organisations islamiques et de la société civile. Je suis là aujourd'hui, comme un peu partout dans le monde, afin de dire stop au massacre des Palestiniens à Gaza, de dire à Israël d'arrêter ce massacre, de dire à Israël les enfants qu'il est en train de massacrer n'ont rien fait, de dire à Israël de respecter le droit international, de dire à Israël stop sur le massacre des écoles, et de dire à Israël couper l'eau à Gaza, c'est
un crime contre l'humanité. Je ne suis pas ici en tant qu'arabe ou musulmane, je suis ici en tant qu'être humain, parce que j'ai vu les atrocités à Gaza. Je les ai vues en grandissant alors que j'avais moins de 2 ans, tous les massacres qui se produisent là-bas. Je suis ici aujourd'hui pour soutenir mon peuple, pour mettre fin à l'apartheid, au génocide et pour sauver la population de Gaza. Le mois dernier, le président Macky Sall avait lui aussi lancé un appel à la désescalade du conflit et au respect du droit international humanitaire. Depuis le mois de juillet, l'Égypte subit de fréquentes pannes d'électricité et avec l'arrêt brutal des importations de gaz d'Israël dimanche dernier, les périodes de délestage sont devenues de plus en plus régulières dans le pays. Les coupures d'électricité se produisent 2 ou 3 fois par jour. Cela se produit pendant nos heures de travail et c'est difficile de travailler dans l'obscurité. Lorsqu'il y a une panne, je n'ai donc pas d'autre choix que d'arrêter mon activité jusqu'à ce que l'électricité revienne. Les fortes chaleurs de juillet avaient intensifié la pression sur les réserves de gaz naturel du pays. Le gouvernement avait alors déclaré que les coupures cesseraient au plus tard en octobre, mais depuis, elles ont doublé. Bien que nous exportions du gaz, nous n'avons pas de grandes ou d'énormes quantités de gaz à exporter. Nous disposons de ressources limitées qui peuvent être conservées pendant un certain temps pour les exportations. Ce que nous faisons actuellement, c'est allouer une certaine quantité de gaz à la production d'électricité, mais ce volume n'est pas suffisant pour répondre à la demande requise par le ministère de l'Électricité. Pour stabiliser le réseau électrique, les autorités accélèrent les activités de prospection de gaz afin d'augmenter l'offre. Mais ils envisagent également d'autres solutions plus durables. Actuellement, le ministère de l'Électricité a lancé un appel d'offres pour les énergies renouvelables, en tenant compte des nouvelles technologies comme l'énergie solaire concentrée, ainsi que l'amélioration de l'efficacité actuelle de certaines de nos centrales électriques. Cela permettra de réduire la quantité de gaz utilisée pour la production électrique. Le 1er novembre, un accord a été signé entre Mitsubishi Power et le ministère égyptien de l'électricité pour moderniser les centrales électriques de Saïdi Kwariren et d'El Atf. Il y a à peine quelques jours, cette ruelle grouillait de monde. Mais depuis le 7 octobre, les touristes se font rares dans la vieille ville de Jérusalem. Le conflit entre l'armée israélienne et le Hamas a découragé les visiteurs, une situation qui affecte les commerçants. Beaucoup ont choisi de fermer, mais ceux qui restent ouverts désespèrent de voir revenir les touristes. Je n'ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. J'ai 48 ans et c'est la première fois que ça arrive. Aujourd'hui, c'est encore pire que pendant le Covid. Le secteur du tourisme israélien et du tourisme religieux s'est quasiment effondré en quelques jours. L'église du Saint-Sépulcre, où Jésus a été crucifié et enterré selon la tradition chrétienne, est désormais quasi déserte. Avant la guerre, cet endroit était vraiment vivant. Il était rempli de gens qui priaient et confiaient leurs problèmes à Dieu. C'était un lieu très spirituel. Et maintenant, c'est complètement vide. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus personne. De nombreux vols à destination d'Israël, ainsi que des séjours organisés, ont été annulés. Pourtant, certains touristes ont tout de même décidé de maintenir leur voyage. C'est le cas de Rachid, un Français de 24 ans, arrivé via la Jordanie. Même ici, dans le quartier arabe, les gens sont nerveux. Ils se demandent qui je suis, ce que je fais. C'est assez bizarre d'être un touriste ici en ce moment. Mais je comprends les deux parties, parce que les deux peuples souffrent. En dehors des quartiers touristiques, la vie quotidienne à Jérusalem est aussi affectée par ce conflit. De nombreux habitants ont peur de sortir de chez eux et accusent les forces de l'ordre israéliennes de violence et d'harcèlement. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan ont entamé à Ankara lundi leur première rencontre depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Avec cette visite, Washington tente ainsi d'apaiser la colère de l'un de ses alliés stratégiques, à la fois membre de l'OTAN et impliqué dans les conflits au Moyen-Orient.
Avant Ankara, Anthony Blinken a effectué une tournée éclair dans la région au cours de laquelle il s'est rendu à Tel Aviv, en Cisjordanie et à Bagdad dans la soirée du dimanche. Cette étape a été tenue secrète jusqu'à la fin de la rencontre avec le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Avant Bagdad, un crochet par Larnaca à Chypre a permis aux diplomates américains de s'entretenir avec le président Nikos Christodoulides dans son avion sur le tarmac de l'aéroport. Lors de sa tournée au Moyen-Orient, le diplomate américain a dû faire face à un concert d'appels en faveur d'un cessez-le-feu. Israël affirme qu'il pourrait accepter une pause humanitaire, mais uniquement à condition que le Hamas libère tous ses otages.